Après que les médecins ont diagnostiqué à ma mère une insuffisance rénale, elle a dit que celle qui pourrait s'occuper d'elle garderait la maison familiale. Ma sœur, Brittany, très attachée à son petit ami aisé, est intervenue aussitôt. Elle m'a regardé droit dans les yeux et a dit « Emily, je te laisse t'occuper de maman. Je ne discuterai pas pour la maison. » Après ça, elle n'est plus jamais revenue. Au début, je n'ai pas compris ce que cela signifiait vraiment. J'ai pensé qu'elle avait besoin d'espace, que la maladie lui faisait peur, que chacun réagit différemment. Moi, je suis restée. Pour m'occuper correctement de maman, j'ai quitté mon travail. Je passais mes journées entre la maison et l'hôpital. Les séances de dialyse commençaient à l'aube. Je me levais à 4 heures du matin pour tout préparer. Les médicaments, les affaires, les repas adaptés. 3 ans. Pendant 3 ans, je n'ai pas dormi une seule nuit complète. Je savais exactement combien de fois par semaine elle devait aller à l'hôpital. Je connaissais le nom de son médecin. Je savais quand elle aurait des douleurs plus fortes, quand elle serait irritable, quand elle aurait peur mais refuserait de l'admettre. Brittany, elle, ne venait pas. Pas une seule visite. Pas un week-end. Pas même un anniversaire. Elle appelait parfois au début. Des conversations rapides. Puis les appels sont devenus rares. Ensuite, plus rien. Pendant qu'elle vivait sa vie, je comptais les dépenses médicales. Je faisais attention à chaque centime pour pouvoir financer son opération. Je ne m'achetais rien. Pas un seul vêtement neuf en 3 ans. Je pensais que ça en valait la peine. Parce que maman l'avait promis. Elle avait dit que celle qui resterait aurait la maison. La veille de Noël de la 3e année, Brittany est réapparue. Elle a franchi la porte en pleurant. Son maquillage était coulé. Sa voix tremblait. Elle s'est jetée dans les bras de maman et a dit que son petit ami l'avait quittée, qu'elle n'avait plus rien. Maman l'a serrée contre elle comme si elle retrouvait quelque chose de précieux. Puis, elle a dit doucement « Brittany, si tu te retrouves sans rien, j'ai prévu quelque chose pour toi. La maison est déjà à ton nom. » Mon cœur s'est arrêté. Je l'ai regardée fixement. Je lui ai demandé si elle était sérieuse. Elle m'a coupé d'un geste impatient. Elle a dit qu'elle connaissait mon petit plan, que je m'étais occupée d'elle uniquement pour la maison, que je ne devais pas faire semblant d'être surprise. Une chaleur amère est montée dans ma poitrine. Je lui ai demandé, calmement, si cela signifiait que je n'aurais plus à payer ses frais médicaux, ni à préparer son opération. Elle m'a regardée comme si je venais de révéler ma vraie nature. Elle a répété que la maison appartenait à Brittany, que rêver ne me servirait à rien. Rêver. J'ai laissé échapper un rire qui faisait plus mal que des larmes. Je lui ai rappelé que c'était elle qui avait dit que celle qui la soignerait garderait la maison, que pendant 3 ans c'était moi. Moi aux dialyses, moi aux urgences, moi aux nuits sans sommeil. Les larmes ont coulé sans que je puisse les arrêter. Elle m'a accusée de faire un scandale. Elle a dit qu'une fille devait s'occuper de sa mère malade, que Brittany était innocente, pas calculatrice comme moi. Je me suis enfoncé les ongles dans les paumes. Je lui ai demandé ce que j'étais pour elle. Elle est restée silencieuse quelques secondes. Brittany a murmuré que si je voulais vraiment la maison, elle pouvait me la laisser. Maman l'a immédiatement protégée. Elle a dit que je compliquais tout, que j'étais égoïste, que j'étais prête à abandonner ma propre mère pour une maison. Abandonner. Le mot m'a frappé en plein cœur. Je lui ai demandé qui l'avait accompagnée à chaque dialyse, qui se levait à l'aube, qui restait quand elle avait des complications, qui cuisinait des plats différents quand elle se plaignait de la nourriture. Ma voix montait malgré moi. 3 ans. 3 ans pour être traitée comme une étrangère. Alors j'ai dit que je ne voulais plus la maison, que si elle pensait que je n'étais restée que pour ça, je partirais. Je suis montée faire ma valise. Et pendant que je pleurais en silence, j'entendais sa voix douce pour Brittany. Elle lui demandait si elle avait faim. Elle proposait de lui préparer des pâtes. Elle disait que je pourrais nettoyer sa chambre pour qu'elle soit prête. Cette douceur, je ne l'avais jamais eue. Quand je suis descendue avec ma valise, elle m'a accusée de gâcher Noël. Je lui ai dit calmement que la maison était à qui elle voulait, que désormais, celle qui la possédait pouvait aussi s'occuper d'elle. Elle m'a traitée d'ingrate. Je suis sortie sans me retourner. Le vent de Noël était glacial. Mais pour la première fois depuis 3 ans, je respirais sans avoir peur de décevoir quelqu'un. Cette nuit-là, je suis restée quelques jours chez une amie. Puis j'ai loué rapidement un petit appartement d'une pièce, propre, lumineux, plus cher que ce que je pouvais vraiment me permettre. Mais pour la première fois depuis longtemps, l'argent ne servait pas à sauver quelqu'un d'autre. Il servait à me donner un toit à moi. Avant, chaque euro était calculé pour les frais médicaux de maman, pour son opération future, pour ses médicaments. À la fin, je n'avais même pas reçu un simple merci. Alors cette fois, j'ai décidé de penser à moi. Après les fêtes, j'ai commencé à chercher du travail. 3 ans sans activité officielle, c'était un vide lourd sur mon CV. La plupart de mes candidatures sont restées sans réponse. J'ai essuyé des refus polis, des silences, mais je n'ai pas abandonné. Finalement, j'ai obtenu un poste dans une entreprise de taille moyenne. Rien d'extraordinaire, mais stable. Le jour, je travaillais au bureau. Le soir, je prenais des missions en freelance pour arrondir les fins de mois. Ma vie était remplie. Fatigante, oui, mais étrangement paisible. Je ne surveillais plus les constantes de maman. Je ne calculais plus ses médicaments. Je ne subissais plus ses reproches. Je respirais. Une semaine plus tard, en plein après-midi au bureau, mon téléphone a sonné. Numéro de l'hôpital. J'ai senti mon estomac se nouer. Le médecin m'a expliqué que les frais médicaux du mois n'avaient pas été réglés. Il m'a aussi parlé d'une avancée concernant un donneur compatible pour la greffe. Il a dit que si nous voulions avancer, il faudrait régler une somme importante rapidement. Je suis restée silencieuse quelques secondes. Puis j'ai répondu calmement que, désormais, il devait contacter directement ma mère ou ma sœur Brittany pour tout ce qui concernait les paiements et les décisions. Il y a eu un blanc au bout du fil. Le médecin m'a demandé si cela signifiait que je me retirais. J'ai répété que je n'étais plus responsable. J'ai raccroché. Quelques minutes plus tard, Brittany m'a appelé. J'ai hésité, puis j'ai décroché. Sa voix était tremblante. Elle m'a supplié de revenir. Elle a dit que l'état de maman s'était aggravé, qu'elle avait très mal, qu'elle ne savait pas quoi faire. Je lui ai répondu d'une voix que je ne reconnaissais presque pas moi-même. Calme, posée. Je lui ai dit de l'emmener à l'hôpital. Elle a éclaté en sanglots. Elle a dit qu'elle n'avait pas mon expérience, qu'elle ne savait pas gérer les horaires, les médicaments, les démarches. En arrière-plan, j'entendais des gémissements. Mon cœur s'est serré. Bien sûr que ça me faisait mal. C'était ma mère. Mais j'ai pensé à ces 3 années. Pendant qu'elle vivait sa romance, moi j'étais assise à côté d'un lit d'hôpital. Pendant qu'elle partait en week-end, je comptais les factures. Et maintenant qu'elle était seule, elle se souvenait qu'elle avait une sœur. Je lui ai dit que maman avait choisi, que la maison était à elle, que l'amour aussi apparemment. Alors la responsabilité devait l'être également. Brittany a crié que je la forçais, qu'elle n'avait plus rien à part cette maison. J'ai eu un rire sec. Qui avait forcé qui pendant 3 ans? La conversation est restée silencieuse quelques secondes. Puis la voix de ma mère a pris le téléphone.